Bonjour mes chers élèves. Dans le but de renforcer les connaissances qu'on a déjà vues au cours, je vais faire un petit résumé sur le chapitre immunologie. En premier lieu, je vais donner une définition de l'immunologie. L'immunologie, c'est la science qui a pour but d'étudier comment le corps humain va se défendre contre les agents externes. Et lorsque je dis agents externes, c'est-à-dire chaque élément qui n'est pas né avec le corps humain. Cette science se divise en plusieurs parties. On va commencer par la partie micro-organismes. Les micro-organismes, ce sont les êtres vivants qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ils sont seulement observables, soit au microscope optique, soit au microscope électronique, selon leur taille. Les micro-organismes les plus petits sont les virus qu'on va voir après. Alors, les micro-organismes qu'on va voir au niveau de notre cours se divisent en 4 grandes catégories. On va débuter notre étude par les protozoaires, après on va voir les bactéries, ensuite les champignons microscopiques et finalement les virus. Pour les protozoaires, je vais commencer par une définition, après des exemples et finalement le mode de multiplication. Alors, les protozoaires, ce sont des êtres unicellulaires avec un vrai noyau, un noyau qui est très observable au microscope. Et les exemples qu'on va voir sont, en premier lieu, la paramécie, qui est une espèce très répandue dans les eaux douces et qui est inoffensif pour l'homme. En deuxième lieu, le plasmodium, qui est une espèce pathogène. Et lorsque je dis pathogène, c'est-à-dire qui cause une maladie. La maladie causée par le plasmodium, c'est une maladie qui a fait des millions de morts au niveau du 19e et du 20e siècle. C'est la maladie de la malaria. En troisième lieu, on va voir l'amibe. L'amibe, c'est une espèce pathogène, mais il n'est pas aussi dangereuse que le plasmodium. Pourquoi? Parce qu'il cause tout simplement des troubles digestifs seulement et ne cause pas la mort. Et comme on a dit, je vais répéter l'essentiel à retenir. Les protozoaires, ce sont des êtres unicellulaires avec un vrai noyau, un noyau qui est observable, comme on voit ici devant nous. Les 3 exemples qu'on a vus, c'est la paramécie, le plasmodium et l'amibe. Et maintenant, on va passer au mode de multiplication des protozoaires. En ce qui concerne le mode de multiplication des protozoaires, les protozoaires se multiplient par des divisions cellulaires. Comme on voit ici, on a une cellule qui se divise en deux pour finalement donner 2 cellules. On va dire à partir d'une cellule mère, on va avoir 2 cellules filles. Ce mode de multiplication est appelé, biologiquement parlant, scissiparité. Pour le deuxième exemple qu'on va voir, ce sont les bactéries. Et comme pour l'exemple précédent, je vais donner une définition, des exemples et le mode de multiplication. Pour la définition des bactéries, ce sont des êtres unicellulaires sans un vrai noyau. Ils n'ont pas un noyau observable au microscope. On trouve le matériel génétique diffus dans le cytoplasme au niveau de ces bactéries. On a ici 3 exemples. Le premier exemple, c'est le lactobacille. C'est une bactérie qu'on trouve essentiellement au niveau du lait et de ses dérivés. C'est une bactérie qui est bénéfique pour l'homme parce qu'il favorise la digestion. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. Ce sont les bacilles tétaniques. Ces bactéries sont très pathogènes. Et on a dit lorsqu'on
parle de pathogènes, on parle de bactéries qui causent une maladie. Ces bactéries-là causent une maladie appelée le tétanos. C'est une maladie caractérisée par des contractions musculaires illimitées. Et lorsque ces contractions musculaires vont toucher le cœur, le muscle va se contracter du cœur et finalement la personne va subir la mort. Maintenant, on va passer au troisième exemple. C'est le Mycobacterium tuberculosis. C'est une bactérie qui cause une maladie appelée tuberculose. C'est une bactérie pathogène et mortelle qui touche le système respiratoire. Il le détruit et la personne finalement va subir la mort. Pour la partie multiplication des bactéries, les bactéries se multiplient comme les protozoaires par des divisions cellulaires. Pour les noms des bactéries, il faut seulement apprendre les deux qu'on a devant nous, les cocci et les bacilles. Les noms des trois exemples qu'on a vus, ce n'est pas essentiel à retenir. Donc, s'il vous plaît, retenez seulement les bacilles et les cocci. Lorsque je trouve un nom et au niveau duquel on trouve bacille ou cocci, ça veut dire que c'est une bactérie. Maintenant, on va aborder le troisième exemple qui correspond aux champignons microscopiques. Comme les deux précédents exemples, je vais commencer par une définition, après des exemples et finalement le mode de multiplication. Alors, les champignons microscopiques, ce sont des êtres pluricellulaires d'origine végétale. Ils se présentent sous deux formes qu'on va voir maintenant. Ils se présentent soit sous forme de bâtonnets appelés filaments ou sous forme de boules appelées conidies. Et on a devant nous un exemple typique de champignon microscopique bénéfique, c'est le Penicillium, à partir duquel on extrait un antibiotique appelé pénicilline. Le deuxième exemple, c'est la moisissure du pain. Ce sont des champignons pathogènes. Si on les mange, on va tomber malade. Le troisième exemple, c'est la levure. Comme on voit devant nous, il se présente sous deux formes, soit forme de filament, soit forme de conidie. La levure, c'est quelque chose de bénéfique pour l'homme. On l'utilise lors de la fabrication du pain. Donc, les champignons microscopiques se divisent en deux catégories. Une partie qui est pathogène, qui cause une maladie, et une partie qui est bénéfique, qui est favorable pour l'être humain. En ce qui concerne le mode de multiplication, les champignons microscopiques se multiplient soit par bourgeonnement, soit par sporulation. Lorsque le filament donne des conidies, ce phénomène est appelé bourgeonnement. Et lorsque la conidie donne des filaments, ce phénomène est appelé sporulation. Maintenant, on va aborder le dernier exemple qui correspond au virus. Je vais définir c'est quoi un virus. Un virus, c'est une particule non cellulaire. S'il vous plaît, les virus ne correspondent pas à des cellules. Ce sont des particules non cellulaires qui, pour se proliférer, ils ont besoin obligatoirement d'une cellule vivante. Lorsque la cellule est infectée par le virus, on l'appelle une cellule hôte. Alors, pour que le virus reste vivant, il faut qu'il infecte une cellule vivante et à l'intérieur de laquelle il va se diviser, jusqu'à ce que la cellule soit engouffrée par les virus. Il va exploser et il va libérer des millions de virus qui vont à leur tour infecter d'autres cellules, se multiplier à l'intérieur de ces cellules, les engouffrer, ces cellules vont exploser et ils vont libérer des millions de virus qui vont à leur tour infecter d'autres cellules et le phénomène continue. Donc, je vais répéter l'essentiel à retenir, les virus, ce sont des particules non cellulaires.
on a devant nous trois exemples. Le premier exemple qu'on va voir, c'est le virus de la grippe. C'est un virus qui est très connu, c'est un virus qui est saisonnier. Il attaque le système respiratoire, mais dans la plupart des cas, il n'est pas mortel. Je vais répéter, le virus de la grippe se divise à l'intérieur des cellules du système respiratoire. Pour le deuxième exemple, c'est le virus du sida. C'est un virus qui attaque les globules blancs et qui bloque le système immunitaire qu'on va voir à la fin de notre cours. Troisième exemple, ce sont les coronavirus. Ce sont des virus spécifiques du système respiratoire. Ils se prolifèrent à l'intérieur des cellules des poumons. Ils détruisent les cellules du poumon, ce qui cause une insuffisance respiratoire et par conséquent, dans la plupart des cas, si la personne est atteinte d'une maladie chronique, la mort. Avant d'entamer les propriétés des micro-organismes pathogènes, je vais répéter ce qu'il faut apprendre. Nous avons vu en premier lieu les protozoaires. Ce sont des êtres unicellulaires avec un vrai noyau. Ils se multiplient par des divisions cellulaires. Nous avons vu les bactéries. Ce sont des êtres unicellulaires sans un vrai noyau, avec le matériel génétique diffus dans le cytoplasme qui se divise, qui se multiplie par des divisions cellulaires. Comme troisième exemple, nous avons vu les champignons microscopiques qui correspondent à des êtres pluricellulaires d'origine végétale. Ils se multiplient soit par bourgeonnement, soit par sporulation. Et finalement, nous avons vu les virus qui correspondent à des particules non cellulaires et qui se divisent obligatoirement à l'intérieur des cellules vivantes et on les appelle des parasites obligatoires. La cellule infectée par un virus, c'est une cellule hôte. Et maintenant, on va parler des propriétés des micro-organismes pathogènes. Pour les micro-organismes pathogènes, on va étudier seulement les bactéries et les virus. On va éliminer les protozoaires et les champignons microscopiques. La première propriété des micro-organismes pathogènes, c'est la multiplication rapide. On va voir la multiplication rapide chez les bactéries et la multiplication rapide chez les virus. En premier lieu, la multiplication rapide chez les bactéries. Avant de parler de la multiplication rapide chez les bactéries, il faut apprendre c'est quoi un milieu de culture. Alors, un milieu de culture, c'est un mélange de nutriments, d'eau, d'oxygène qui est versé dans une boîte en plastique ou en verre et qui est solidifié par une substance chimique appelée agar-agar. Le milieu de culture est très favorable pour le développement des bactéries, comme on voit devant nous. C'est un milieu de culture dans lequel on trouve des colonies bactériennes, des millions de bactéries. Après avoir vu la notion de milieu de culture, on va parler de la multiplication rapide des bactéries. On va débuter par la figure qui est à gauche. Une bactérie va se multiplier et il va donner 2 bactéries par une division cellulaire au bout de 20 minutes. Après les 2, ils vont donner 4 après autres 20 minutes. Et finalement, ces 4, ils vont donner 8 après autres 20 minutes. Donc, au bout de 60 minutes, une bactérie, il va donner 8 bactéries. Pour la figure qui est à droite et qui représente le nombre de bactéries en fonction du temps en heures. Dans cette figure, nous avons un milieu de culture qui est non renouvelable, c'est-à-dire la quantité qu'on a mis au début de l'expérience reste la même. On ne la renouvelle pas. Donc, on observe que le nombre de bactéries augmente en fonction du temps jusqu'à 10 heures et après 10 heures, il diminue. On va dire comment ces bactéries ont diminué. Ils ont tout simplement diminué car les nutriments
contenus dans le milieu de culture se sont épuisés, donc ils n'ont pas trouvé quoi manger et ce qui a causé leur mort à la fin. Donc, au niveau d'un milieu de culture qui est non renouvelable, le pic va augmenter et il va diminuer à cause de l'épuisement des nutriments. Alors, par opposition, le sang humain est un milieu de culture qui est renouvelable. Pourquoi? Parce qu'on mange toujours et on respire toujours. Lorsque la bactérie va pénétrer au niveau du corps humain, il va se multiplier sans cesse. En ce qui concerne la multiplication rapide chez les virus, nous avons dit que les virus ce sont des parasites obligatoires. Ils se multiplient obligatoirement à l'intérieur des cellules vivantes. Devant nous, nous avons un virus qui va infecter une cellule vivante et il va se multiplier dedans jusqu'à ce que la cellule soit pleine des virus. Il va finalement exploser, il va libérer des milliards de virus qui vont contaminer une autre cellule et le phénomène continue. Donc, le danger de la multiplication chez les virus, c'est le fait de contaminer les cellules vivantes, se multiplier à l'intérieur de ces cellules, les faire exploser, ce qui cause la mort des cellules à la fin. Alors, la deuxième propriété des micro-organismes pathogènes et spécifiquement des bactéries, c'est la toxémie ou la production de toxines. Avant de parler de la toxémie, je vais vous dire une chose. Lorsque la substance toxique est libérée par un être vivant, on l'appelle une toxine. Le venin du serpent, c'est une toxine. Le venin des araignées, c'est une toxine. Mais lorsque la substance toxique est produite au laboratoire, elle est produite en industrie, on l'appelle seulement substance toxique. Comme le méthanol, c'est une substance toxique. L'éthanol, c'est une substance toxique. Donc, s'il vous plaît, les toxines, ce sont les substances toxiques produites par des êtres vivants. Et ici, on va parler des toxines libérées par des bactéries, donc ce sont des êtres vivants. Maintenant, on va parler de 3 expériences. Chaque expérience est nommée par un groupe. Pour le premier groupe, on va injecter des bacilles tétaniques à une souris. Ces bacilles tétaniques vont libérer des toxines à l'intérieur de la souris, ce qui va causer la mort de cette dernière à la fin. Pour le groupe 2, on va injecter une partie du milieu de culture riche en toxines des bacilles tétaniques. Un milieu de culture dans lequel on a mis des bacilles tétaniques et ils ont libéré des toxines. Finalement, la souris va mourir. Pourquoi la souris est morte? Tout simplement parce que le milieu de culture est riche en toxines. Et troisièmement, c'est une expérience témoin. On va injecter de l'eau distillée inoffensive à une souris et il va rester vivante. La conclusion de cette expérience, c'est quoi? C'est que la cause de la mort de la souris, ce n'est pas les bactéries, ce sont les toxines libérées par les bactéries. S'il vous plaît, je vais répéter. La conclusion qu'on doit tirer de ces expériences, les bactéries, ce ne sont pas la cause de la mort des souris, mais les toxines libérées par ces derniers, ce sont eux qui causent la mort de la souris. Maintenant, on va parler de la dernière propriété des micro-organismes pathogènes, c'est la présence de la capsule. Donc, avant de commencer l'expérience, on doit savoir c'est quoi une capsule. Une capsule, c'est une membrane qui protège les bactéries. On sait que les bactéries présentent une seule membrane. Dans certains cas, il y a quelques bactéries qui, en plus de leur membrane cytoplasmique, on trouve une autre membrane protectrice appelée capsule. Donc, on aura une bactérie qui contient deux membranes, une membrane cytoplasmique et une capsule. Le rôle de la capsule, c'est de protéger les bactéries contre les attaques des globules blancs qui défendent le corps.
Au début de l'expérience, on va injecter des bactéries avec une capsule. Ils vont causer la mort de la souris. Pourquoi? Parce que ces bactéries, ils vont s'échapper au globule blanc grâce à leur membrane protectrice. Ils vont se multiplier, ils vont libérer les toxines. Alors que au niveau du deuxième exemple, on va prendre des bactéries sans capsule, on va les injecter à une souris. La souris va rester vivante. Pourquoi? Parce que les globules blancs ont parvenu aux bactéries et ils les ont tuées. Donc, je vais faire un résumé de cette dernière partie. Les propriétés des micro-organismes pathogènes sont trois. La multiplication rapide qui concerne les bactéries et les virus, la production de toxines qui correspond à une substance toxique libérée par les bactéries et la capsule qui est une membrane protectrice relative aux bactéries. Merci mes chers élèves gustaviens et gustaviennes. On se verra pour le chapitre prochain. À bientôt.